un projet qui est défini par la direction technique nationale. C'est ça le problème des prérogatives de chacun. Il y a une fédération, il y a une direction technique nationale. Pourquoi on dit direction technique nationale? C'est elle qui entame une réflexion sur le projet qu'elle doit mener. Bon, à partir de ce moment-là, elle essaye de le mettre en œuvre au niveau des clubs. Parce que l'autre fois, j'ai entendu une intervention d'un collègue qui était à votre émission. La raison d'être des clubs, c'est l'équipe nationale. Quelle est la raison d'être des clubs? C'est l'équipe nationale. Mais on n'est plus dans les années 80 où vous pouviez prendre les joueurs, stage permanent, les remettre, les redonner au club. C'est pas ça. On n'est plus dans cette... Non, c'est pas dans cette ligne. Mais dans tous les pays du monde, moi j'ai assisté, il y a des réunions, on réunit le directeur technique national et un staff d'experts, réunissent les entraîneurs de club et donnent des orientations pour que les joueurs agissent dans une logique bien arrêtée, bien définie, en adéquation avec les réalités. Aujourd'hui, un petit peu le modèle à ce niveau-là, c'est l'Espagne. Quand on voit les Espagnols, leur équipe, jouer leur équipe nationale, eh bien, on voit Barcelone, on voit le Real, on voit les Hier, je regardais encore, vous prenez n'importe quelle équipe espagnole, n'importe quel joueur espagnol, vous le mettez à un poste, il s'adapte facilement. Parce qu'il y a un certain nombre d'orientations qui ont été données, et lorsqu'on arrive en équipe nationale, finalement en équipe nationale, on n'apprend pas à jouer aux joueurs. C'est fini. C'est au niveau de l'équipe nationale, l'entraîneur, c'est même plus un entraîneur, c'est simplement un homme qui accompagne l'équipe, qui est là pour créer un climat, etc. Mais normalement, toute cette préparation, elle se fait dans les clubs. Mais comment? C'est une préparation qui se fait d'une façon unitaire. C'est pas comme ça que ça se prépare. Nous, on a vécu ça au niveau du handball. À un moment donné, je me rappelle. On avait même imposé au club, et donné instruction aux arbitres de siffler quand les défenses n'étaient pas des défenses offensives. On leur on leur a donné instruction. On sifflait aussi quand certaines actions n'étaient pas, il n'y avait pas de relance, etc. Pour inscrire les gens. Pourquoi? Pour éviter après en équipe nationale encore de... Parce que ça permet de refaire, de reproduire ce qu'on fait en compétition. Le championnat algérien, ils ne donnent pas de joueurs à l'équipe nationale. Rien, c'est clair. C'est pas la même chose. Quand il parle, M. Ben Amra, du championnat de... Non, il dit on a donné à l'époque et ça a apporté des résultats. Ce que je trouve un peu ironique, c'est dans le contexte. C'est-à-dire qu'on décide d'arrêter le championnat, c'est-à-dire de priver les équipes engagées en Coupe d'Afrique et tout, alors qu'on a 2 joueurs seulement qui jouent en équipe nationale. C'est pour qu'il n'y ait pas de report de match. C'est des engagements qui ont été pris pour qu'il n'y ait pas de report de match. Alors je reviens à la première question. Est-ce que vous pensez, Amirouche, que sur ce mercato, au vu des dernières sorties des joueurs de l'équipe nationale évoluant à l'étranger, est-ce que vous pensez que ça va bouger pour eux ou pas? Pour certains, oui. Il y a des joueurs qui ont demandé à leurs agents depuis des mois déjà de leur chercher des clubs. Je parle de Medjani. Qui est à l'Olympiakos. Oui, à l'Olympiakos, qui peut revenir à Ajaccio dès ce mercato. Je parle aussi de Mesbah, qui est un très bon agent. On l'annonce à Livourne. À Livourne, voilà, de Mesbah. Mais pour les autres, ça sera compliqué. Parce que c'est pas facile de trouver un club et nos joueurs... Belfodil, on dit également que peut-être il pourrait quitter l'Inter. Oui, mais c'est difficile parce que Icardi, il est blessé. Ça va continuer jusqu'à mars. Et l'autre attaquant, Milito, il veut retourner en Argentine. Donc il n'ont que Palacio. S'il décide de laisser partir Belfodil, ils doivent recruter 2 attaquants de plus. Donc on parle de son prêt, mais la position de l'Inter, elle n'est pas encore, c'est-à-dire... Et l'Ahsen? L'Ahsen, il va partir. De toute façon, il l'a dit, il ne le cache pas. Il a dit, si ça continue comme ça, c'est sûr je vais partir. Et s'il le dit, donc il a déjà des pistes. Et c'est un joueur qu'on connaît bien en Espagne. C'est-à-dire il a quand même un petit nom en Espagne. Donc il est fort possible qu'il quitte. Donc on voit, ça risque de bouger. Il y a aussi pour Mboulhi. J'y arrive. Donc ça risque de bouger pour beaucoup de joueurs. Il faudra attendre cette période de mercato. C'est vrai qu'on est en période de crise économique, donc chaque sou dépensé par les clubs, et on regarde de près chaque euro mis sur un joueur. J'arrive à Raïs Mboulhi, qui est lui, il a un contrat avec son club de 3 ans. On parle d'un prêt au Mouloudia d'Alger. Est-ce que vous pensez que ça va se faire?
Je ne pense pas que ça va se faire, Ma'amar, pour la simple raison que ça a changé pour Mboulhi. Parce que son club, c'est un club qui n'a pas beaucoup de moyens, mais le salaire de Mboulhi, il est élevé. Parce qu'il y a 2 ans, c'était le meilleur gardien au championnat. Il est à 15 000 euros? Non, un peu plus. Ah, un peu plus. D'accord, 20 000 euros. 35 000, on parle 35 000. de 35 000. 35 000 euros avec les impôts et tout. Donc, selon les informations qu'on a, Mboulhi, il a eu une discussion avec ses responsables qui lui ont promis de jouer un peu plus lors de la phase retour. Pourquoi? Parce que leur premier gardien, Cerny, c'est le deuxième gardien de la République tchèque. La République tchèque ne va pas jouer le mondial. Ils veulent miser sur Mboulhi pour le vendre après la Coupe du Monde. Faire une plus-value. Voilà. Et pour ça, il faut qu'il le fasse jouer pour qu'il retrouve sa place en équipe nationale. Donc il a eu des assurances par rapport à ça. Et on a su aussi que Mboulhi, c'est-à-dire suit un peu ce qui se passe, ce qui se dit ici en Algérie sur les réseaux sociaux et tout. Et apparemment, il a peur parce que les Mouloudia quand même ne veulent. Il y a une grande partie des supporters du Mouloudia qui ne veulent pas de Mboulhi. Est-ce que la priorité pour le Mouloudia d'Alger, c'est d'aller recruter un gardien alors qu'ils ont déjà Fabre qui a 20 000 euros, ils ont un autre gardien, Djamili, qui est titulaire, ouais. Donc ça pose un réel problème pour le Mouloudia d'Alger qui a plus besoin de joueurs de champ que d'un gardien de but. Non, mais le problème du Mouloudia, c'est pas Fabre ou c'est pas Djamili. Le problème du Mouloudia, c'est que Fabre, comme Blaid d'ailleurs, ils sont mis à l'écart parce que c'est pas le manager qui est actuellement en poste qui les a recrutés. C'est tout, parce que Fabre, il a fait plus de 300 matchs en Ligue 2 française. C'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire que c'est un mauvais gardien. Ses qualités ont diminué. Voilà, donc. Mais moi j'ai beaucoup apprécié ce que vient de dire le collègue. C'est extrêmement intéressant et je vois qu'il a une bonne culture dans le suivi des joueurs. C'est pour ça qu'il est là. Hein. Non, mais je sais qu'il... La donne, on voit entre... Mais ce qu'il faut... L'aspect qu'il faut soutirer un peu de ce qui vient des informations qui viennent nous communiquer, c'est que vous voyez que la performance sportive, elle est tributaire de paramètres, économiques. Pas simplement des paramètres techniques. Économiques. Et les équipes qui sont les mieux structurées sont les équipes où il y a une grande stabilité des joueurs. Vous prenez l'Allemagne, on ne va pas en Allemagne discuter du problème, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer, est-ce que cet arrière, il est bon. Oui, mais quand arrive la période de mercato, on veut vendre, on veut alléger la masse salariale. Oui, mais ça, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que les gens ont des débouchés, c'est clair. Vous prenez n'importe quel joueur du Bayern de Munich ou du Real de Madrid ou d'un club donné, il sait qu'il va aboutir dans un club de haut standing. Mais nous, les joueurs, là, ils sont à la recherche d'une survie. C'est un problème de survie. Le problème de Bouali, moi, je l'écoute. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est dans une situation un peu particulière. Vous résumez un petit peu la situation des joueurs. Vous avez vu que le temps est passé très vite. Monsieur Saïd Bouamala, merci une nouvelle fois. On aura l'occasion de se revoir. Ça me fait plaisir de... C'était très intéressant. Mais également très intéressant de vous écouter. Ouais. Vous avez, c'est vrai, les travaux d'Hercule avec ce qui vous attend à la Fédération algérienne de handball. Amirouche, merci. Ce que je voulais vous dire, peut-être ça va être la conclusion. Ça va vous choquer. Moi, je ne suis pas venu pour faire carrière au niveau du... Mais on le sait, C'est votre quatrième mandat. Non, oui, mais je voulais vous dire, moi, j'ai été sollicité par des collègues, par des amis, etc. Mais il est évident que les choses ne sont pas ce qu'elles étaient. Monsieur Saïd Bouamala, on l'a très bien compris. C'est pour ça... Sachez que je ne peux pas m'avancer sur l'avenir. Pour l'instant, nous parlons du présent. Du présent, l'avenir, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que j'ai dit au tout début, on a fait appel aux pompiers, monsieur Saïd Bouamala. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.